merci de t'être rendu disponible. Avec plaisir. Donc, une anecdote pour les néophytes et pour ceux qui ne le savent pas, tu es un peu l'homme qu'on décrit comme le déclencheur de la locomotive rouennaise. Tu as rejoint le club en 2002 au moment où Rouen est remonté en première division. 2001, En 2001, la saison nationale. saison nationale. Et à partir de là, il y a un peu une histoire légendaire où cette année-là, tu frappes lead-off. Premier at-bat, tu mets un triple. Premier match de la saison. Premier match de la saison, donc au plus haut niveau français. C'est ça, Rouen qui est une jeune équipe qui vient de se reconstituer. c'est exactement ça. Et si on avance, vous terminez la saison avec 29 victoires, une défaite. Ouais. Mais c'est pas une bonne saison. C'est pas une bonne saison. Bon, Non, en reparlera. on perd en demi-finale Ouais, contre notre bête noire qui va durer pendant quelques années. C'est Savigny. ouais. Donc première année en élite, première demi-finale, on fait une saison de malade. Tout le monde est sur un petit nuage et boum, on perd contre Savigny qui avait à l'époque plein de joueurs équipe de France. Ouais. Donc on en connaît plein, hein, Chris Gogno, Pierrick Lemestre, Vincent Ferreira, tous ces joueurs-là. Ouais. Jérôme Rousseau, Jérôme Dussard. Ouais. Et donc eux, du coup, ils sont arrivés en play-off avec mode play-off, ils connaissaient le haut niveau et tout. Nous, on est arrivé une toute petite équipe. Donc du coup, ils nous battent en demi-finale. Celle-là, elle est restée longtemps en travers de la gorge. Ouais. Ouais, ouais. Bon, vous vous êtes rattrapé entre temps. On a essayé, ouais. Et du coup, donc 29 victoires, une défaite, même si vous perdez la finale. Et puis là, en 17 ans chez les Huskies pour toi, c'est plus de 15 titres du coup. Ouais, 9 challenges de France. c'est ça. Et des super stats dont on parle. Donc c'est quand même une épopée incroyable, celle de Rouen. Ouais, C'est cool de t'avoir ici. ouais, c'est gentil. Tu nous as parlé un peu de cette saison et de la rivalité avec Savigny. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler un petit peu de comment ça a commencé le baseball pour toi, quoi. T'avais quel âge, c'était où, pourquoi? Et donc moi, j'ai commencé tard le baseball. Donc j'avais 8 ans Ok, dans la petite ville de Dieppe. Donc à Neuville-les-Dieppe exactement. ok, Il y avait un club qui existait qui s'appelait les Sharks de Dieppe. Et donc c'était, moi quand j'ai commencé, quand j'étais petit, c'était le boulanger de Neuville, François Duchemin, Ouais. qui entraînait les jeunes, donc qui avait la passion du baseball et tout. Moi, un des joueurs de l'équipe 1 était animateur au centre aéré. d'accord. Donc un été, on s'est retrouvé au centre aéré avec mon frère, avec ma sœur, et on a eu activité baseball. Donc on y est allé, et voilà, ça m'a plu direct. Je me rappelle qu'on était parti du centre aéré, on avait marché pendant 1h30 pour arriver jusqu'au terrain. On avait commencé à jouer, et là quand j'étais rentré le soir, j'avais dit à ma mère, l'animateur m'a donné le bon pour venir au club. Il dit du coup je veux y aller. Donc voilà, j'avais 8 ans, j'ai commencé, et puis du coup je suis resté jusqu'à aujourd'hui 40. Et alors, donc au Chariot de Dieppe, tu commences à 8 ans. Et comment ça se passe? Comment ça évolue? Combien d'années tu restes là-bas? Alors tu sais, c'est le niveau à cette époque-là, il était très éclectique, quoi. Tu vois, on connaissait pas forcément le haut niveau. Nous, on était une petite ville, toute petite ville, tout petit club. On jouait en régional. Il y avait à l'époque, je me rappelle, il y avait plein d'équipes dans le niveau Ah ouais régional. Ouais, plein d'équipes. En Normandie, il y avait une douzaine d'équipes au niveau régional. C'est un beau championnat. Ouais, voilà. Donc, on s'entraînait tout le temps, mais c'était des entraînements sur des champs de patates, avec des balles marron. Tu vois, il y avait 2 battes pour tout le monde. C'était vraiment le baseball à la one again, quoi. Tu vois, c'est plus comme aujourd'hui, de ce que j'ai connu à Rouen ou ce que je vois dans d'autres clubs. Tu vois, quand même, ça c'est beaucoup plus structuré Ouais. que ce que c'était il y a 30 ans, quoi. Tu vois, ça fait 30 ans que je joue. Et c'était pas du tout pareil. Nous, on appelait ça le baseball merguez, quoi. Tu vois, Ouais. le barbecue pendant le match. T'avais les parents qui buvaient des bières et voilà, quoi. Mais c'était cool, c'était une super ambiance. Ouais. Et à cette époque-là, du coup, tu restes combien de temps? 10 ans. Ok. J'ai joué 10 ans à Dieppe, donc toutes mes catégories jeunes. On jouait en double surclassement, tu vois. On était D'accord. cadets et on allait jouer en senior, tu vois, parce qu'il manquait des joueurs. Ça fait prendre du niveau, ça. Ouais, aussi. Mais après, il faut que tu aies quand même, tu sais, il faut que t'aies quand même, c'est pas le même effort physique, c'est pas la même confrontation, quoi. Quand tu as 12 ans et que tu vas jouer avec des moins de 18, tu vois, ça peut vite dégénérer, quoi. Il peut y avoir un accident et tout, mais à cette époque-là, tu n'y pensais pas. Tu jouais, on me disait, vas-y, il faut y aller, tu y allais, quoi. Ouais. Donc je suis resté 10 ans à Dieppe jusqu'à temps que je passe mon bac. Et sur mes dernières années, donc quand j'étais vraiment junior, de mes 16 à 18 ans, on avait la chance qu'il y avait Sylvain Viret ici à Rouen qui a construit un gros pôle de baseball. Hein. Ouais. Parce que le baseball aujourd'hui, si c'est comme ça à Rouen, tu as la famille Roland qui est importante au niveau du club, de la région, mais tu as Sylvain qui a une place vraiment importante, hein, D'accord. avec la création du sport-études d'abord aux Andelys. Ok. Il a fait un sport-études aux Andelys quand lui il est arrivé, quand il était étudiant en STAPS. Ok. Ensuite, il a créé le pôle espoir ici. Ensuite, il a créé le centre d'entraînement de Rouen. Il a transformé le pôle espoir en pôle France. De ma génération, tous ceux qui sont passés en sport-études et tout, ils connaissent Sylvain. D'accord. Ils sont tous passés par le pôle avant l'INSEP.
Sylvain, il a passé je ne sais pas combien de joueurs de ma génération, quoi. D'accord. Donc tu vois, ces personnes-là sont super importantes. Et moi, je suis arrivé ici, puisqu'on montait les interligues à cette époque-là. D'accord. Ça existe toujours, mais plus sous la même... c'était vraiment la fête, les interligues. Ouais. C'était toutes les régions se retrouver dans le même lieu, avec tous du même âge. Et tu vois, c'était l'occasion de croiser des joueurs qui étaient en équipe nationale, de discuter, de partager les expériences. Tu vois, t'imagines, tu as moins de 18 ans, tu te retrouves, on était, je sais pas, une centaine d'ados en train de jouer au baseball toute la semaine. Ouais. Le soir, c'était la fête, quoi. Et on a performé avec l'équipe des Interligues de Haute-Normandie. Donc c'était Sylvain qui encadrait. Okay. Et du coup, il m'a proposé, comme j'ai eu mon bac et que j'arrivais pour mes études à Rouen, il m'a proposé de rentrer au sport-études. D'accord. Donc tu vois, je suis rentré dans la filière de haut niveau, j'avais 18 ans. Ok. Voilà. Ouais, donc un petit peu tard là aussi, mais ah oui. il y avait pas. Enfin, le pôle, il était créé. T'avais quel âge, toi? Ben, j'aurais pu. Mais l'organisation du baseball à cette époque-là, c'était assez centré sur la région parisienne et dans le sud avec Montpellier, qui était un gros club. Ouais. Et tu vois, il n'y avait pas assez de monde qui allait voir les différents joueurs. Il n'y avait pas de vraie compétition nationale. Donc tout le monde restait un peu dans ses régions, quoi, tu vois. Donc je suis sûr qu'à cette époque-là, il y a des potentiels qui sont passés à la trappe, quoi. C'est obligatoire. Voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré. Tous les jeunes qui commencent à être bons dans les clubs, bah, tu les vois, ils ont la possibilité d'aller au Pôle France, d'aller dans les centres d'entraînement des clubs, parce que tous les clubs ont commencé à créer des centres d'entraînement. Ouais. Donc tu vois que le recrutement pour le haut niveau est beaucoup plus facile aujourd'hui que ce que c'était à l'époque. Ouais, complètement. Donc, ouais, et puis avant, tu n'avais peut-être pas Internet ou les réseaux pour regarder d'autres joueurs, ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils s'entraînaient. Et on parlait l'autre soir avec les gars de l'équipe, tu vois. Moi, j'ai été regarder les résultats de mon brevet des collèges sur Minitel. Ouais. Bah ouais. Alors qu'aujourd'hui, la plupart te diraient qu'est-ce que c'est le Minitel, quoi. Voilà, on avait un Minitel, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, le Minitel, c'est l'ancêtre d'Internet. Avec le modem ADSL, ça numérotait, t'entendais le bip, et après ça se connectait, tu tapais sur ton truc tout en noir et blanc, et j'avais été chercher les résultats de mon brevet. Tu vois ? C'est notre époque. Ouais. Et alors, donc tu rejoins le pôle à 18 ans. Là, du coup, j'imagine que ça va être une structure de ce que tu as connu à Dieppe. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des entraîneurs qui t'ont marqué, des joueurs par exemple, que tu as croisés à ce moment-là, que tu as revu dans ta carrière dans le championnat français? Quand je suis rentré, moi, à 18 ans, Sylvain m'a pris parce qu'il me connaissait. Donc, il voyait l'abnégation et l'énergie que je mettais, parce que ça me plaisait vraiment, dans les entraînements. Et après, on n'avait pas les moyens que ce que j'ai eu ensuite au Pôle Espoir. Mais j'avais 18 ans déjà, j'étais vieux pour le Pôle Espoir. Donc, j'étais en tant qu'externe. D'accord. Donc, je faisais mes études. Donc à Mont-Saint-Aignan, qui est de l'autre bout de Rouen. Et le matin, j'allais à la muscu à Petit Couronne, à vélo, en roller, parce que j'avais pas de voiture, tu vois. Et donc Petit Couronne, c'est de l'autre côté, donc c'est 45 minutes. Okay. J'allais en cours et le soir, je retournais aux entraînements. Et je faisais ça tous les jours de la semaine. Ça te musclait les jambes. Voilà. Tu vois, je faisais ça tous les jours de la semaine. Okay. Donc il m'avait pris en tant qu'externe au début, parce qu'il s'est dit, voilà, il voyait bien que j'avais envie de progresser. On s'est tout de suite bien entendu avec Sylvain. Et puis après, c'était parti, quoi. Okay. Donc la grosse différence, c'est que moi je connaissais rien du tout du haut niveau, des entraînements. Le meilleur exemple que je donnais, nous, notre exercice qu'on faisait tout le temps à Dieppe, que notre entraîneur nous faisait, la François Duchemin, on avait des grillages partout, tu sais, avec des poteaux en béton, comme il y a autour de tous les terrains, les trucs dégueulasses. Donc champ de patates, t'imagines, il nous mettait entre chaque poteau et lui il nous frappait au fungo à 10 mètres et le but c'était que la balle touche pas le grillage. Voilà. Et on s'entraînait comme ça. L'entraînement de guerrier. Voilà, en fait. on rentrait chez nous avec des cocards, avec des dents en moins. Tu vois, pu le faire aujourd'hui. Non, interdit. T'as les parents sur le dos direct, quoi. Ouais. Donc, tu vois, voilà la différence. On est arrivé ici, donc déjà musculation, renforcement musculaire. On parlait beaucoup plus de technique. Okay. Le matériel à disposition, c'était totalement différent. Et de passer de 3 entraînements en semaine à 5 entraînements à la semaine de baseball sans la muscu, ça change tout, quoi. Et donc toi, du coup, ta position, c'est deuxième base. Alors, ça l'a pas toujours été. Voilà. C'est la question. Ouais, non, ça évolue. Je pense que ça évolue pour tout le monde, quoi. Moi, j'ai commencé donc quand j'étais jeune lanceur, lanceur arrêt-court troisième base. J'y suis resté quand même pas mal de temps. Au début avec Rouen, mes premières années en élite, j'étais arrêt-court. D'accord. Voilà, donc l'équipe après, elle s'est construite au fur et à mesure. Donc forcément que j'ai jamais été le meilleur arrière-court qui existe, mais je faisais les jeux, tu vois. Je me défonçais pour pouvoir faire les jeux. Ouais. C'est comme ça que j'ai toujours joué. J'ai quelques manches lancées en élite. Il y a quelques saisons. On peut les voir sur certaines feuilles. Non, mais attends, je closais 2 matchs. Je me rappelle d'un week-end à Montpellier. On était descendu à 9. Un des gros problèmes du baseball, c'est ça aussi.
pas beaucoup de joueurs dans chaque équipe, donc tu tires un peu sur tout le monde. Un peu polyvalent. Ouais. Aujourd'hui, je trouve que c'est différent. Tu vois les équipes quand elles arrivent sur les derniers championnats qu'on a joués, tu vois qu'il y a de la profondeur, quoi. C'est devenu rare d'avoir une équipe qui descende qu'à 9. Avant, moi je me rappelle au début, c'était normal, quoi. Tu vois, on prenait un minibus, on descendait quand on allait jouer à Nice et tout, et on remontait avec le minibus, quoi, parce que ça coûtait de l'argent, il n'y avait pas trop de joueurs. Donc une année à Montpellier, on descend. J'ai closé les 4 premières manches du premier match. J'ai perdu sur un beau à Basse-Plaine. Okay. Le truc que tu n'imagines pas à Basse-Plaine. Et deuxième match, même chose. J'ai closé le deuxième match parce qu'on est passé Basse-Plaine, Beauc, on perd. Du coup, on t'a dit t'arrêtes de lancer, voilà, ou c'est t'apprends ça, à plus faire de Beauc. On m'a dit t'arrêtes de lancer, c'est terminé. Okay. Donc puis au fur et à mesure, tu vois, tu trouves ta position parce que tu commences à rencontrer de l'adversité. Il y a des meilleurs joueurs dans d'autres équipes. En équipe de France, c'est là où j'ai commencé à jouer en deuxième base. D'accord. Parce qu'à l'époque, il y avait Sébastien Hervé, il y avait plein d'autres joueurs comme ça qui étaient vraiment qui étaient bons, quoi, tu vois. Donc moi, je me suis retrouvé à jouer deuxième base et puis au fur et à mesure, tu te sens à l'aise. Ouais. Et c'est là que tu sais que tu as trouvé ta position. C'est quand tu commences à plus réfléchir et que quoi qu'il arrive, tu te sens bien, quoi. Ouais. Donc tu n'as plus de pression, tu n'as plus rien. Au final, tu arrives en Coupe d'Europe et tu fais, c'est naturel, quoi. Ouais, donc tu évolues avec l'adversité, tu fais ce qui est le plus naturel et ce dont quoi tu es le meilleur aussi, voilà. pour pouvoir assurer ta position, quoi. Après, il faut que tu aies des entraîneurs qui soient assez ouverts, qui soient à l'écoute, tu vois, et puis qui te disent, non, tu vois, je te verrai plus là, tu veux pas qu'on essaye, boum, tu essaies de travailler, tu vois comment ça se passe, et puis voilà. Ouais. Bon, tu as été bien guidé aussi, en fait. Ouais, j'ai eu de la chance, ouais, je pense. J'ai rencontré au fur et à mesure, dans tous les événements qu'on a fait, tu vois, donc je disais même mon premier entraîneur, je peux pas le retirer, quoi. Donc François Duchemin, Sylvain Viret que j'ai rencontré. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Keno qui est arrivé ici. Ouais. J'ai rencontré d'autres entraîneurs qui sont passés par Rouen. Ouais. On a eu Christian Chénard, donc, qui est un Québécois, qui aujourd'hui entraîne dans un sport-études. D'accord. J'ai eu Patrice Plante, c'était le premier Québécois qui était venu, un gaucher qui lançait avec nous, super, quoi, tu vois. Okay. J'ai eu un tas de mecs comme ça. Robin Roy, qui a coaché Rouen aussi longtemps, tu vois, avec son expérience et tout. Donc tous ces gens-là, j'ai gravité autour, quoi, tu vois. Donc ils m'ont apporté tout ce qu'ils pouvaient m'apporter parce que c'est des gens qui sont ouverts, qui ont une connaissance et une vision du baseball et qui sont tout à fait disposés à la partager à partir du moment où tu te retrouves dans le même projet qu'eux, que tu te donnes les moyens, que tu t'investis et que tu montres que tu en veux, quoi. Ouais. Tu étais donc aussi quelque part au bon endroit au bon moment, il y a eu le pôle, commençait à y avoir pas mal de monde qui gravitait autour de Rouen, et puis toi ça t'a permis d'évoluer jusqu'à... J'ai grandi en même temps que le club de Rouen quand ils ont décidé de remonter. Parce que le club de Rouen jouait en première division avant. Sauf qu'ils jouaient avec des joueurs qui venaient d'un peu partout, qui payaient, c'était un peu plus des mercenaires, tu vois. Donc moi j'ai eu la chance que l'année où je suis arrivé, Sylvain a repris l'équipe et ils ont décidé de repartir avec une équipe jeune en national. Et donc ça c'était en 2001. 2001. Ok. Et on a gagné. Champion de national 1. Et donc là, raconte-nous, du coup, 2001, vous êtes champion, vous remontez au premier niveau. Ça s'appelait déjà Élite à ce moment-là ? Ça s'appelait l'Élite, ouais. Ça s'appelait l'Élite. Ouais. Alors, du coup, tu vois, c'est fascinant parce qu'aujourd'hui, on voit le palmarès de Rouen, on se dit, est-ce qu'ils ont toujours été comme ça ? Non. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, tu arrives en 2001-2002, équipe jeune. Comment ça se passe pour se structurer, pour performer ? Qu'est-ce que vous faites qui fait que ça a marché, quoi ? Eh ben, en fait, c'est un mélange comme ce qui est aujourd'hui et ce qui a toujours été à Rouen. C'est qu'il y a des anciens passionnés qui sont restés parce qu'ils ont cru au projet, parce qu'eux connaissaient la mentalité de Rouen, connaissaient, et puis ils avaient un objectif aussi, tu vois, ils avaient jamais gagné des titres, tu vois, tu es un peu frustré à partir d'un moment quand ça fait longtemps que tu joues, que tu prends de l'âge, à un moment donné tu as envie de gagner, quoi, tu vois. Et nous on est arrivés jeunes, et moi j'étais parmi les plus vieux des jeunes, parce que c'était cette époque-là, donc Kenji Agiwara il avait 16 ans, il a commencé à jouer avec nous en élite. Il y avait Nicolas Lacoste, il y avait des Joris Filâtre, il y avait des Baptiste Poulider sont arrivés après. Mais cette année-là, du coup, on était jeunes. Moi, je me rappelle qu'entre 2 matchs de National 1, Robin il est arrivé, donc lui il lançait, tu vois. C'était Sylvain qui coachait. Et Robin venait nous voir sur le banc si on avait fait une erreur. Et entre les 2 matchs, pas de pause, on mangeait pas ni rien. Il prenait Kenji, moi. On allait pendant tout le temps de la pause et il nous frappait des roulants, des fly, et il nous disait fais pas comme ça, fais pas ça. C'était ça tous les matchs, tous les dimanches. Si jamais tu faisais de la merde, tu étais sûr que Robin allait arriver, il t'engueulait pas. Il disait non, garde ton gant, retourne sur le terrain. Et il lançait Robin. Il lançait un match et après il aidait Sylvain à coacher l'autre match. Et donc tu vois, voilà. Il y avait des entraînements de plus. Voilà. Yann Monnet à cette époque-là qui était resté à Rouen aussi, qui a été le capitaine pendant longtemps. Donc moi j'ai grandi avec ces gars-là, quoi. Donc Yann Monnet, Boris March cette année-là en national,
il s'était fait prêter à Savigny pour pouvoir continuer à jouer au plus haut niveau parce qu'il était en équipe de France et tout ça. D'accord. Donc, sauf que l'année d'après, quand on est remonté en élite, Boris est revenu directement à Rouen. Il est revenu à la maison. Voilà, tu vois. Donc moi j'ai grandi avec toutes ces personnes-là qui avaient vraiment le baseball qui coulait dans leurs veines, quoi. Ouais. Et donc là, tu accèdes à ce plus haut niveau. Tu disais, il y a des équipes comme Savigny avec des joueurs de dingue qui étaient plus expérimentés. Sur quoi, toi, en tant que joueur, t'as demandé le plus d'adaptation en fait? Sur quoi tu t'es dit, putain, là-dessus, il faut que je progresse? Est-ce que c'est ta défense? Est-ce que c'est le bâton? Est-ce que c'est ton mental? La vision stratégique du jeu, tu vois? À ce moment-là, tu penses pas comme ça, tu vois. Moi, quand je suis arrivé, je connaissais rien. Je découvrais tout au fur et à mesure. Je savais que j'aimais ça, mais la seule chose que je savais que j'avais pour moi, c'était mon mental. Okay. Je dis donc, quoi qu'il se passe, tu lâches pas, quoi. Quoi que tu fasses, tu sais très bien que le jeu, il est jamais fini. Il peut se passer plein de trucs. Après, tu fais de ton mieux. Tu vas faire plein d'erreurs. Mais au final, qu'est-ce qui va primer sur tout le reste? C'est le mental. Au baseball, tu as tellement de temps d'attente. C'est pas un sport genre à dépense énergétique, quoi. C'est un sport où tu attends. Il faut que tu aies une bonne ambiance dans le dugout parce que sinon tu te fais chier. Faut que tu aies une bonne ambiance sur le terrain et que tu aides tout le monde, tu vois, parce que c'est pas parce que lui il a fait une erreur que toi tu vas peut-être en faire une après. Donc forcément que c'est un sport d'équipe, mais où les qualités individuelles et la performance individuelle, elle peut être mise en avant. Donc c'est tout bénef. C'est quand tu fais une erreur, tu peux compter sur le soutien de tous tes potes, et quand tu fais un super truc ou tu fais gagner un match, tout le monde est avec toi, tu vois. Donc c'est bien, quoi. Moi je trouve ça exceptionnel. Ouais, il y a eu ce côté, tu lâches rien et t'as tout donné, quoi. Toujours. C'est un peu, en préparant l'interview, on a parlé de toi à d'autres joueurs qui nous ont dit, ouais, Luc, c'est les capacités athlétiques et c'est le mental, quoi. La gagne, c'est envie de gagner. D'ailleurs, en parlant de capacité athlétique, bon, pour parler de ta carrière à Rouen, on ne peut pas ignorer tes stats. On a plusieurs qui sont quand même impressionnantes. Juste, toi, est-ce qu'il y a une stat en particulier dont tu es le plus fier dans ta carrière de baseballeur? J'ai jamais été un grand joueur de stats, tu vois. Okay. Je préfère que l'équipe gagne, que ce soit un match difficile ni rien, même si mes performances personnelles, elles sont moins bonnes. Si j'ai plus... alors après, je dis ça parce que c'est ma mentalité aujourd'hui, j'ai grandi avec ça, tu vois. Voilà, j'avais des capacités physiques, j'avais un mental d'acier. Techniquement, j'ai jamais été le meilleur joueur qui existe, tu vois. Mais tu peux compenser, tu peux trouver ta place. Au baseball, c'est ça pour moi qui est bien, c'est que peu importe si tu n'es pas dominant dans tous les domaines, tu peux quand même trouver ta place et aider l'équipe. Tu peux contribuer. Voilà. Et le principal, c'est quoi? C'est que tu gagnes ensemble. Tu vois, c'est comme ça que tu gagnes. C'est pas sur, tu sais, c'est pas. Oui, alors le mec va frapper un home run. Ok, l'équipe a gagné. Mais avant le home run, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que le lanceur a bien lancé? Est-ce que les joueurs ont bien fait la défense? Est-ce qu'il y en a qui t'ont fait avancer? Est-ce qu'il y en a qui t'ont permis de te mettre dans une condition où le lanceur t'a lancé le pitch pour frapper le home run? Tu vois, c'est un ensemble d'éléments. Oui, tu as gagné sur la frappe, mais tout ce qui s'est passé avant, ça a permis la frappe. Et ben voilà. Et oui, c'est un enchaînement, quoi, tu vois. Donc le collectif, surtout avant l'individuel, toujours, quoi. Toujours. Moi, depuis que je suis à Rouen, la priorité, c'est quoi? Ça a toujours été ça. Ça a toujours été l'équipe avant l'individu. Voilà, ça a toujours été, voilà. Aujourd'hui, c'est toi qui vas être sur le banc. Voilà, parce que aujourd'hui, on estime que pour que l'équipe gagne, tu vas nous être plus utile sur le banc et prépare-toi, peut-être que tu vas rentrer. Mais c'est l'équipe en premier, peu importe que tu sois le meilleur joueur et tout. Tu sais, je me suis retrouvé des fois avec des joueurs qui étaient meilleurs que moi et ils n'étaient pas sur le terrain. Tu vois, mais à un moment donné, tu fais quoi? T'assures? Non, mais en Coupe d'Europe, tu te retrouves face à des gens qui, eux, sont professionnels, qui te regardent de haut et tout ça. Donc, faut que tu sois, fier de toi, quoi, tu vois. Faut que tu aies la tête haute, faut que tu sois un peu coquet, quoi, tu vois. Donc, faut pas que tu aies peur et tout. Et ça, moi, j'ai jamais eu peur, tu vois, peu importe qui y avait en face, j'en avais rien à foutre, quoi, tu vois. Ça, c'est intéressant et on le voit un peu dans tes stats. On va parler des stats parce que quand même elles sont impressionnantes et ça permet de te situer. Donc, sous les couleurs de Rouen, au total, donc en 17 ans, au niveau, tu as joué un peu plus de 600 matchs, donc 618. Tu as mis un peu plus de 500 points et un peu plus de 700 hits. Donc, j'aimerais qu'on vienne là-dessus. 600 matchs, un peu plus de 700 hits. Ouais, c'est bien. On te donnait les signes ou... Ouais, c'est bien. Non. C'est bien, c'est des bonnes stats. Non, mais oui, non, mais bien sûr, tu ne peux que être fier, tu vois. Mais au final, est-ce que j'ai fait tout ça pour ça? Non. J'ai fait tout ça parce que j'ai la passion du baseball, parce que ça m'a toujours plu. J'ai toujours eu envie de discuter, de parler baseball. Tu sais, là, ce midi, regarde, je mangeais encore avec David et Oscar, et qu'est-ce qu'on faisait? On était en train de regarder les matchs, tu vois, en train de commenter les matchs, en train de commenter le premier match de Cole avec les Yankees. Tu vois, voilà, même si tu joues pas, on vit dedans. Tu vis baseball. Bien sûr, on est tous comme ça.
je pense. Ouais, tu m'étonnes. Et alors, tiens, c'est marrant parce que, tu vois, aujourd'hui, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook, sur Internet, tu peux voir les highlights, les matchs et compagnie. Très rapidement, tu vois, tu peux te nourrir de ça. Toi, quand tu commençais à jouer dans les années 2000, enfin même avant, genre, comment est-ce que vous suiviez tout ça en fait? Mais il y avait le magazine Strike qui existait à cette époque-là, Ouais. qu'il n'y avait pas partout, que tu pouvais trouver, et après c'était les cassettes vidéo. On récupérait les cassettes vidéo des vieux matchs, ou alors des matchs du Cochise des jeunes et tout ça, et on regardait ça sur des magnétoscopes, sur des cassettes vidéo. Okay. Et il n'y avait rien d'autre. Voilà, tu suivais et t'écoutais les plus grands qui eux connaissaient peut-être un petit peu plus, tu vois, ils connaissaient des joueurs pros, ils avaient été aux États-Unis, donc t'écoutais leurs histoires, mais on n'avait rien d'autre quoi. Moi la cassette vidéo, on regardait des matchs là-dessus. Hein. Ouais. Voilà, ça laisse des traces. Tu m'étonnes. Et alors, je vais revenir un petit peu sur Rouen. Bon, il y a eu beaucoup de victoires. Quand vous gagnez en 2001, bon, vous êtes jeune, tu gagnes un championnat une fois, peut-être deux fois, on peut peut-être te dire coup de chance, ça va pas durer. Bon, au bout d'un moment, il n'y a pas que de la chance, quoi. Et on parle souvent de la culture de la gagne à Rouen. Et est-ce que tu peux un peu nous l'expliquer? Parce que tu sais, quand on est au plus haut niveau, tout le monde se dit ouais, bon, ok, tout le monde a envie de gagner, tout le monde a la culture de la gagne. Mais genre, chez Rouen, à quoi ça ressemble? Et pour toi, à quoi ça ressemble cette culture de la gagne? Du coup, je pense vraiment avoir eu la chance, tu vois, de grandir avec le club de Rouen. Et Rouen a réussi à chaque fois à amener des éléments extérieurs, type les étrangers ou des joueurs comme Robin qui sont revenus, qui eux avaient une vision des baseball différente de ce qui pouvait exister en France, je pense, à cette époque-là. Ouais. Et depuis le départ, c'est comme je te disais, en fait, on s'en fout un peu de la manière à partir du moment où le résultat est là. Tu vois, et ils se sont dit, on est tous différents. On a tous une manière de jouer différente au baseball. Alors, nous, ils nous donnaient des conseils en disant, tu vois, moi, je serais plutôt pour frapper de cette manière-là, de cette manière-là. Comment toi, tu te sens le plus à l'aise? Voilà, et on le faisait, et on le répétait. On était vraiment mis en confiance. Et à un moment donné, on nous disait, bon, bah là, t'as pas le choix, faut t'y ailles, quoi. Ouais. Donc là, c'est la guerre, donc là, c'est parti. T'y vas, et puis on se pose pas de questions. Ouais. Et le fait de se retrouver avec des plus anciens, de se voir en dehors du terrain, d'en chier aux entraînements. Parce qu'à cette époque-là, et comme aujourd'hui encore, tu sais, au minimum, on s'entraîne 3 fois par semaine à Rouen. D'accord. 3 fois par semaine, tout le monde est à l'entraînement. C'est en gros, c'est pas une contrainte, mais c'est presque une obligation. C'est la logique, c'est la politique de l'équipe 1 de Rouen. C'est que voilà, tu t'entraînes pas, tu viens pas aux entraînements, t'as beau être meilleur qu'un autre, tu vas pas jouer. D'accord. D'accord. Faut mériter ta place en voilà. ton entraînement. Voilà, déjà, tu viens à l'entraînement, tu t'entraînes et tu montres que tu es présent, tu participes avec l'équipe. Ok. Si tu viens pas aux entraînements de la semaine, que tu n'as pas en gros d'excuses parce que tu n'as pas prévenu ni rien, bah, tu sais que le week-end tu vas arriver, tu vas t'asseoir sur le banc et terminer. Okay. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Ouais. À Rouen, c'est en gros, on va pas aller chercher quelqu'un. Okay. Si tu as envie de venir jouer à Rouen, c'est prends ton courage à deux mains, tu viens voir en disant j'ai envie de venir jouer à Rouen, est-ce que tu as une place pour moi? Voilà, le club n'a jamais été démarché en disant toi tu veux pas venir jouer à Rouen? Non, c'est les gens, ceux qui veulent venir viennent. On prend tout le monde, mais on va pas aller chercher quelqu'un, on va pas se mettre à quatre pattes pour lui dire on veut que tu viennes et tout, t'es un super potentiel. Non, t'as envie de venir, bah viens, mets tes couilles sur le tapis et viens. Ouais. Tu vois, Louis Brainville, c'est ce qui s'est passé. On n'est pas allé le chercher. C'est lui qui est arrivé, il a appelé, il a dit j'aimerais bien venir jouer à Rouen. Eh ben mec, pas de problème. Okay. Tu vois. Et donc cette culture de la gagne, on l'a construite sur toutes ces années avec cette mentalité-là. Cette mentalité entre guillemets professionnelle où il faut être assidu à partir du moment où tu étais engagé sur le projet, bah, à toi de tout mettre en œuvre pour tenir tes engagements. Et ce côté professionnel, c'est ce qu'on essaye toujours de garder à Rouen. Ouais. Et le mélange des anciens qui transmettent cette culture-là, où tu vois bien les jeunes, ils nous voient. Hein. Moi, sur les dernières années, tu as ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Tu as des contraintes de partout. Tu rentres de Montpellier à 1h du matin, il faut que lundi à 8h, tu sois au taf et que tu assures. Tu essayes de tout expédier pour être à l'entraînement 3 fois par semaine, tu vois que tout le monde voit que tu fais des sacrifices. Mais tu es là, tu as le sourire parce que ça te fait plaisir. Donc tu vois, cette chose-là, bah, ça se perpétue. Ouais. Aujourd'hui, nous, notre groupe, de nos âges avec Boris, Kenji, David, Max, Oscar, bon il est à Anvers, il a arrêté, mais nous, ce groupe-là qu'on avait avec qui j'ai grandi, bah, aujourd'hui c'est Dylan, Johan, Esteban, Hugo, Valentin. Tu vois, voilà. Et ben c'est ce que nous on a fait quand on était plus jeunes. Tu as les groupes soudés, les générations qui succèdent. Voilà. Et les deux ensemble, ça marche. Ouais. Tu vois, parce que personne reste de son côté. Ouais. Voilà. Et que toi tu arrives et que tu vas aller les voir. Si tu as quelque chose à leur dire, c'est pas Keno qui est le manager,
Keno, il nous laisse totalement le champ libre, tu vois, parce que du coup, on va les voir, on leur dit, bah non, pourquoi tu as fait ça? Tu penses pas que tu aurais pu faire différemment? Garde la tête haute, c'est pas grave, tant pis, tu t'es chié, tu vois, mais ça arrive à tout le monde, quoi. Ouais. Donc pense pas à ça, t'effaces tout, reste concentré sur ce que tu sais faire. On ne demande pas de faire plus que ce que tu sais faire, fais juste ce que tu sais faire et tu vas voir, on va gagner. Ça ira bien. Et voilà. Et ça, je pense que ça, nous à Rouen, c'est ce que on a depuis que je suis arrivé, quoi. C'est ce qu'on m'a inculqué, c'est ce avec quoi j'ai grandi et c'est ce que j'ai essayé de retransmettre par la suite. Ok. Ouais, ces générations aussi, le fait d'influer les joueurs. Ouais. Ok. Et toi, avec la carrière que tu as eue, tu as eu des bonnes stats, tu as eu des opportunités d'aller à l'étranger, ou est-ce que toi, à un moment, tu as eu envie de partir à l'étranger? J'ai un regret, c'est de ne pas avoir été en collège. Tu vois, comme je suis arrivé assez tard et que j'ai commencé à m'entraîner assez tard, j'ai pas eu cette chance-là. Ouais. Il y en a, tu sais, Gaspard, Sébastien Hervé, Boris, de ma génération à moi, eux, ils sont partis là-bas. Donc ça, c'est un regret parce que j'aurais bien aimé me confronter, tu vois. Moi, j'ai toujours besoin de challenge et tout. J'aurais aimé, ça s'est pas fait. Bon, bah, tant pis. Après, j'ai eu 2 opportunités, en Australie et au Japon. On était parti au Japon pendant 15 jours faire une préparation à 6 avant l'équipe de France. Okay. C'était vraiment une super expérience. Vous étiez parti où? On était à Kagawa, ouais, dans la Ligue industrielle. Et en partant, à la fin des 15 jours de stage et tout, bah, l'équipe m'a proposé de rester, tu vois. Donc après, à cette époque-là, j'avais pas trop de diplôme, j'avais pas trop d'avenir professionnel. Et je savais que le baseball, tu gagnais pas ta vie. Donc quand je suis rentré, j'ai eu l'opportunité de commencer une formation et tout. Donc tu vois, ça s'est pas fait. Ouais. Voilà. Et l'autre fois, il y a un club australien, quand on a eu plusieurs Français qui sont partis, qui m'avaient contacté, pareil. Et à peu près situation similaire. Tu vois, parce que le baseball, quand tu t'y mets vraiment, ça te prend beaucoup de temps. Bah ouais. Donc les études et tout, moi j'ai jamais été un gars qui aime faire des études. Donc après, il faut que tu penses à ton avenir, quoi. Ouais, c'est pas forcément le baseball qui va te faire manger, donc faut que tu... C'est une passion. En France, ça reste une passion. C'est super, ça te fait voyager, tu rencontres plein de monde, ça t'ouvre l'esprit sur plein de choses. Mais après, c'est très peu de personnes qui en vivent et qui en vivent de la manière que moi j'avais envie, quoi, tu vois. Voilà, il y a des choses sur lesquelles je voulais pas m'asseoir, et dans le baseball, bah, tu gagnes pas beaucoup d'argent, c'est très chronophage, hein, c'est du 7 sur 7, tu joues le week-end, tu t'entraînes toute la semaine, voilà. Des fois, tu aspires un peu à autre chose, quoi. Ouais, complètement. Bon, ce regret de l'international, de te confronter à d'autres joueurs, tu as un peu le compenser parce que vous avez fait les Coupes d'Europe avec Rouen. Voilà. Et je regarde les notes, c'était, vous l'avez fait en 2007, en 2012, vous l'avez gagné en 2016. Alors, les Coupes d'Europe, on a gagné les B. Vous avez gagné les B. On n'a jamais gagné de Coupe d'Europe A, la Coupe D'accord. des Champions, le meilleur niveau. On l'a jamais gagné. Une année en 2007, on a fini dans les 4 meilleurs. Okay. On a fini vice-champion d'Europe. On a perdu contre Keyline en finale. Ouais. Et là, c'était en 2007. Et après, en 2012, on a fait le Final Four. Donc on a fini dans les 4 meilleurs. Il a été joué le Final Four, on a fini 4e. Forcément, tu joues contre Bologne, qui est le plus gros budget européen. Tu joues contre des joueurs, les mecs, ils ont joué en Major League. Voilà, on a affronté des lanceurs, c'était des closers. Donc oui, cette petite frustration de ne pas avoir joué à l'international et tout. Forcément, quand tu joues des Coupes d'Europe chaque année, que tu joues contre les meilleurs joueurs hollandais qui gagnaient les championnats d'Europe tout le temps, les Italiens qui sont trop forts, tu vois les mecs arrivent, ils ont déjà des physiques de ouf, bah, tu l'as un peu, c'est ce petit goût de l'international, quoi. Justement, qu'est-ce que ça fait ces Coupes d'Europe? Comment vous vous préparez? Comment vous vous présentez? Parce que là, tu vois, tu arrives les premières fois, tu te dis waouh, enfin, je suis face à d'anciens major leagueurs, des mecs qui sont pros, c'est leur job, quoi. Bah, ils font que ça. Pour être honnête, au début, tu fais pas le malin. Tu essayes de pas le montrer, mais forcément, moi j'ai arrivé en plus avec plein d'autres où tu connais pas, quoi. Tu arrives à la découverte, t'as la hargne, t'as envie de montrer de quoi tu es capable. Mais à un moment donné, physiquement, techniquement, tu vois bien que c'est compliqué, quoi. Tu te dis, wow, putain, il y a quand même une marche. Les mecs, après, rien ne dit que sur un match, tu peux pas gagner. Sur les formules avec des matchs tous les jours et tout, tu vois, le baseball, ça se lisse dans le temps. Ouais. Sur un match, peut-être que tu peux faire une performance et battre une super grosse équipe. Et on l'a fait. On a battu Rotterdam, on a battu, on a battu des grosses équipes. Ouais, la Hollande, grosse équipe. Hein. Ouais, Rotterdam, ils ont un stade de ouf, c'était champion de Hollande, on les a battus chez eux. Tu vois, donc oui, sur un match. Mais au final, dans la longueur, pour gagner un tournoi comme ça, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un gap. Ouais. Tu vois, on n'a pas assez de joueurs dans une équipe. Il faudrait vraiment qu'on ait une profondeur dans une équipe, tu vois, pour pouvoir rivaliser avec d'autres équipes au niveau international. Donc non, tu arrives, tu as de l'appréhension forcément. Mais ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est que les dernières Coupes d'Europe qu'on a fait,
c'est la reconnaissance qu'on a aujourd'hui des autres équipes européennes. D'accord. Puisqu'à chaque fois, on rencontre à peu près les mêmes joueurs, tu vois, qui au début nous prenaient un peu de haut et qui au final ont vu que sur le terrain, on était là pour transpirer et qu'on n'était pas là pour jouer les martyrs, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu sais, les dernières Coupes d'Europe, on se retrouvait au bar de l'hôtel avec les Hollandais en train de discuter. Tu vois, chose qu'au début, on n'imaginait même pas. Moi, je me rappelle les premières Coupes d'Europe, les Hollandais, c'est même pas s'ils nous regardaient, quoi. Rouen, c'est qui C'est quoi? Ils viennent d'où ces joueurs T'as vu la dégaine? On jouait en t-shirt. Ouais. Au début, on avait, parce qu'il fallait deux jeux de maillot pour aller en Coupe d'Europe. Au début, quand on a commencé à Rouen, on avait que ce maillot-là. Ouais. On jouait à domicile avec un t-shirt bleu marqué Huskies dessus, quoi, tu vois. Et en Coupe d'Europe, c'était pareil. Baseball merguez. Voilà. Et ça commençait à se structurer. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vois, les dernières Coupes d'Europe, bah voilà, t'arrives, tu joues contre les Allemands et tout, tu reconnais les gars, ils viennent te dire bonjour, comment ça va, machin. Et puis après, à la fin de notre truc, c'est à l'année prochaine, putain, les gars, vous avez bien joué. Tu sais, voilà. Et le respect, on l'a gagné sur le terrain en montrant que on n'était pas là pour tenir une pancarte et regarder les autres jouer, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Voilà, on Ouais, était. vous avez mérité votre place et vous étiez capable de faire de bonnes choses aussi. Exactement. là-bas. Ouais. De là à gagner, je sais très bien, on en discute souvent, tu vois, avec Xavier, le président et tout, mais on n'a pas la même position. De là à gagner une Coupe d'Europe, pour moi, mon avis, on en est loin, Ok. tu vois, en termes de profondeur d'équipe. Mais sur un match, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis certain qu'on peut battre n'importe quelle équipe sur Ok. un match. Voilà. Ouais, donc le niveau, il est là, mais après, il manque des joueurs, Mm. certaines positions, il faut attirer aussi plus de monde. Des lanceurs, tu sais, c'est-à-dire que tu joues un match tous les jours pendant 5 jours. Si tu n'as pas 5 bons starters qui vont te tenir le match, parce qu'en face, c'est pas des rigolos. Tu vois. Donc nous, on avait 3 bons starters, mais après, il en reste des matchs à jouer. Ouais. Et le premier va revenir lancer, mais il va pas être aussi performant que la première fois où il lance, tu vois. Une petite profondeur, un ou deux gros frappeurs dans le line-up où tu sais qu'il y a peut-être une chance qu'il la mette de l'autre côté pour marquer un peu de points. Ouais. Après, le reste, on l'a. Les compétences en défense, l'esprit d'équipe, tout ça, on l'a. Et c'est pour ça qu'on a fait des résultats. Et il manquait pas grand-chose, quoi, tu vois. Ouais, ce genre de tournoi, il y a aussi le pitching qui est important, effectivement, il faut que tu aies du monde, il faut que ça puisse se relayer. Dans tous les domaines, on le sait, tu vois, le baseball, c'est pas juste le pitching. Ouais. C'est t'as la défense, l'attaque, le lanceur, la course sur base, tous ces trucs-là, il faut que ça marche partout, quoi. Ouais. Donc avec un peu de profondeur, t'es pas à l'abri que sur un tournoi, tu te retrouves avec des stats de merde, tu vois. Ouais. Parce que tu peux passer à côté. Il suffit que les lanceurs, ils te connaissent. Moi, je vais te dire, je suis nul sur une slider ou sur des balles à effet. Les dernières Coupes d'Europe, je me tapais que ça. Tu vois, parce que les mecs, ils te connaissent et ils savent très bien que ils vont pas te lancer ce que tu as envie, quoi. Donc du coup, tu sais que tu arrives et tu sais qu'il va falloir batailler, quoi. Voilà. Donc si tu as un peu de profondeur, le mec, il passe à côté d'un, deux matchs, mais que tu as un autre derrière qui peut prendre le relais et qui a de l'expérience et tout, tu changes. Ouais. Voilà. Et tu peux te retrouver avec un jeune. Il y a eu une Coupe d'Europe où ils sont partis que des jeunes. Les mecs, ils ont frappé 27 hits dans le match contre les Allemands. Tu vois, et puis là, c'était la foire à la saucisse. Et Ouais. voilà. Parce que je pense qu'ils sont arrivés, personne ne les connaissait. Et puis eux, ils avaient la hargne et tout. Ils voulaient montrer qu'ils étaient là. Et puis c'est parti, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est de bonnes expériences à l'international. Tu les as eues avec Rouen, tu les as aussi eues avec l'équipe de France. Ah oui, encore mieux que les Coupes d'Europe, quoi. Tu vois, on est parti vraiment à l'étranger. On a eu des coachs là. Moi, la première année où je suis parti en équipe de France avec Andrew Sully, tu vois, moi, ça a été ma première expérience à l'international avec l'équipe de France. Et ça, c'était super, quoi. C'était en quelle année ça? C'est quand j'ai fini meilleure deuxième base. Ah oui, c'était en 2005 ça. Ouais, voilà. Ça, c'était ma première. Ça, c'est une fierté, ça d'avoir un Français qui finit meilleure deuxième base sur un tournoi. Ouais, et c'était ma première sélection d'équipe nationale. Ouais. Donc tu vois, t'es pas trop attendu. Je me suis super bien entendu avec Andrew Sully qui était manager à cette époque-là, tu vois, qui avait Ouais. joué en double A et tout, un grand gaillard qui entraînait aussi à l'INSEP, et le gars super, quoi, qui te faisait confiance, qui se prenait pas la tête et qui te Ouais. venait te voir et qui disait allez, tu sais jouer donc joue, quoi. Ouais. Voilà. D'ailleurs, sur ce tournoi, tu as fait des trucs de dingue. Tu as été meilleur seconde base, mais surprends tes stats, tu as eu un peu plus de 300 de moyenne. Ouais. Un peu plus, c'est 391 de slugging, Ouais. et, enfin sur base, pardon, et 333 de slugging. Et aucune erreur en défense. Et pas d'erreur en défense. Et pas d'erreur en défense, ce qui est bon quand même. Ouais, c'est pas mal, pour ouais. la deuxième base. Et justement, tu vois, tu as eu Andrew Sully, tu as aussi connu Eric Gagné, Ouais. un peu plus tard. Qu'est-ce que ça fait de bosser avec des mecs qui ont été professionnels et qui ont joué au plus haut niveau? Tu passes une étape. Que tu vois qu'en fait, à partir du moment où tu t'entraînes, tu es dans le bon état d'esprit, tu es compétitif, ces mecs-là, c'est la seule chose qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est d'être performant sur le terrain. Tu vois, peu importe ce que tu fais en dehors, si tu te blesses pas, si tu écoutes et que tu fais ce que tu sais faire, ces gars-là, c'est génial.
Tu peux parler de baseball avec eux, ils vont te parler de leurs spécificités, de comment eux ils fonctionnaient, de comment ils voient le baseball, de comment ils s'entraînent. Et après les gars ils disent après c'est ta manière à toi de faire. Tu sais, on est tous différents. Donc voilà, tu peux prendre un petit peu de ce que je te donne. Si ça te convient, tu le gardes. Si ça te convient pas, prends autre chose, quoi, tu vois. Ouais. Y a pas, moi, de ce que j'ai retenu, il n'y a pas une manière de jouer au baseball, tu vois. Le baseball, c'est un sport qui est connu dans le monde entier, mais il n'y a pas une manière de jouer. Voilà, il y a des styles différents, il y a des stances différents, tu vois, il y a des manières de lancer différentes. Voilà, il faut faire en fonction de ton profil, de tes capacités, de tes compétences et essayer d'optimiser pour que tu sois le plus performant possible. Ok. Ouais, donc il y a ces mecs qui ont cette ouverture sur le baseball, ils savent qu'il y a différentes visions, différentes façons de faire. Ils disent, peu importe, fais ce que tu veux, plus ou moins, dans ton style, pour être performant. Ça reste encadré, tu vois. Mais j'ai connu d'autres entraîneurs qui convenaient à d'autres joueurs, qui étaient peut-être un peu plus stricts, qui avaient une manière de voir un peu plus directive, tu vois. Mais moi, ça m'a jamais convenu. Donc ces championnats d'Europe là, tu les vis un peu moins bien parce que ça ne te correspond pas. Mais je sais, comme on discute avec tous les autres, que cette manière de faire, ça convient à d'autres joueurs. Ouais. Tu vois, mais qu'à un moment donné, il ne faut pas se borner à une façon de faire parce qu'on est tous différents. Donc si tu arrives à avoir un bon coaching staff où justement tu vas pouvoir toucher tous tes joueurs et que chacun va aller parler aux joueurs qui correspondent ou que les joueurs ont un repère et vont le voir en disant tiens, c'est plus facile de parler avec lui parce que je m'entends mieux, tu vois. Là, tu as tout gagné, mon gars. Ouais. Tu vois, et sur les dernières années où on jouait à Rouen, Keno Pérez, on connaît comment il est strict, on connaît sa vision de la chose. Et pourquoi je m'entends si bien avec Keno, c'est parce que moi, je suis totalement à l'opposé. D'accord. Tu vois, moi. Comment ça se fait qu'en étant à l'opposé, tu t'entends aussi bien avec lui ? C'est parce que justement, moi, j'adore discuter avec les gens, j'adore savoir ce qu'ils ressentent, j'adore savoir pourquoi ça n'a pas été. Voilà. Après, je suis strict parce qu'il y a plein de joueurs que j'ai entraînés au sport-études. Ils peuvent te raconter des histoires en disant que j'étais la plus grosse des la plus grosse des 1, on dira pas le mot, mais parce qu'à un moment donné, tu es là aussi pour bosser, tu es là pour t'entraîner, et si on te demande de faire quelque chose, faut le faire. Ouais. Pas à 50%, pas à 60%, faut le faire à 100, 120, 150%, quoi, tu vois. Je te dis d'en faire 10, t'en fais 12. Ouais. C'est comme ça, quoi, tu vois, que tu progresses. Mais au fil des ans, tu t'arrondis. Et moi, c'est ce que je pense que je suis arrivé aujourd'hui. Tu vois, la première année où j'ai été capitaine de Rouen, c'est pas du tout la même chose que là quand je suis arrivé sur ma dernière année. D'accord. Tu vois, parce que t'évolues et parce que c'est mon caractère. Ouais. Donc voilà, j'aime partager, j'aime être avec les autres à partir du moment où t'es sérieux, ouais. Voilà, sur le terrain. Tu nous as parlé un petit peu du coaching, ça c'est intéressant. Tu as aussi coaché au pôle Espoir. Ouais, 10 ans. Donc à Rouen, 10 ans. Ouais. Tu vois, ça c'est intéressant parce que tout à l'heure tu parlais de rajouter de la profondeur. C'est hyper important de pouvoir former une nouvelle génération en France, d'avoir plein de joueurs qui arrivent à un bon niveau une fois qu'ils ont leurs 18, 19, 20 ans. Toi, qu'est-ce que tu essayais d'inculquer en priorité aux joueurs quand tu étais au pôle ? Sur quoi tu voulais les faire travailler ? Qu'est-ce qui était le plus important ? Tout est important au baseball. Ouais. Pour moi, il n'y a pas un seul domaine qui n'est pas important. Il faut que tu arrives à être bon partout. D'accord ? Tu vas être meilleur dans certains domaines, puisqu'il y a des choses dans lesquelles tu vas te sentir plus à l'aise. L'important, c'est ceux dans quoi tu es le moins à l'aise, de les travailler plus que ceux dans quoi tu es à l'aise. Ouais. On est humain. Tu as tendance toujours à vouloir aller là où c'est facile. Tu vois, c'est rare ceux qui veulent aller se mettre dans la merde tout seul. Ouais. Tu vois, donc toi, pour moi, quand tu es entraîneur, c'est bien. Là, tu es dans ton confort, tu sais le faire, c'est bien. Viens, on va faire autre chose. On va aller se mettre en difficulté, je vais t'accompagner, ça va être dur, on va s'entraîner, mais tu vas y arriver. Tu vois, on reste sur des choses qui sont plaisantes à faire, mais il faut que tu alternes. Parce que tu ne peux pas faire que ce qui te plaît, que ce dans quoi tu es bon. Ouais. Donc moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est qui dépassent leurs limites, pour leur montrer qu'en fait, la seule limite que tu as, c'est toi. Ouais. Tu vois, la seule limite que tu as, c'est dans ta tête. Que tu as beau être mort, tu as beau avoir vomi parce que tu as couru comme un ouf, tu as l'impression que tu n'as plus d'énergie, tu en as encore. Tu vois, et que c'est ça. Et le baseball, tant que le dernier retrait n'est pas fait, tu as une chance. Tu vois, même si tu fais un match de mètres ni rien, ça se trouve, à ton dernier at-bat, à la dernière balle que tu vas devoir frapper, tu vas frapper et tu vas remettre l'équipe dans le game. Ouais. Tu vois, et c'est déjà arrivé plein de fois. Moi, j'en ai plein de souvenirs en tête. On perdait contre Sénart chez eux, tu vois, sur leur terrain. Et c'était calme, tout le monde avait un peu la tête dans le cul et tout, tu vois. Et là, ils changent, ils mettent Pierrick Lemesse sur le monticule, tu vois. Et moi, j'étais à la frappe et je pensais qu'il y a une seule chose, c'est rien.
il a lancé la balle et j'ai frappé un triple, on a marqué le point d'égalité et on est revenu dans le match, tu vois. Et pourquoi? Parce que je sais pas, à ce moment-là, tu t'es dit, bah c'est maintenant. Ouais. Voilà. Et si tu baisses la tête, tu arrives en ayant la tête dans le cul, mais c'est mort dès le départ. Ouais. Donc tu sais pas ce qui peut se passer jusqu'à la fin. Donc garde la tête haute et tu verras, ça va bien se passer. Et dépasse-toi, quoi. Et au pire, ça passe pas. Bah, au moins, tu auras donné tout ce que tu pouvais pour gagner. Ouais, pas de regret, quoi. Bah non, tu auras perdu contre plus fort. Ouais. Et c'est ce que nous, on n'arrête pas de dire. Faut surtout pas avoir de regrets. T'es là, voilà, tu te bats jusqu'au bout et après, tu verras bien ce qu'il en ressort. Le fait d'être coach, ça a changé un peu ta façon de jouer ou d'approcher le jeu? Bah bien sûr. C'est automatique parce que tu te retrouves à mettre des mots sur des sensations, sur des ressentis, sur des actions que tu fais. Tu vois, donc c'est forcément que tu as un œil différent. Tu vois les choses différemment. Moi, ça m'a permis de me poser un peu. Tu vois, parce que quand tu es entraîneur, alors je te dis pas ça au début, j'étais une pile, quoi, tu vois, comme j'ai toujours été. Mais ça t'oblige à te poser un peu. Parce que tu fais des réunions, tu discutes, tu dis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche mieux pour lui, et que tu peux pas tout le temps être à fond, tu vois. Ouais. Ça te permet de prendre du recul. Moi, ça m'a permis de prendre du recul, de me poser, chose qui était très difficile à l'époque de me poser, tu vois. Ouais. Mais ça m'a permis de me poser et d'avoir un regard différent de celui de joueur. Mais comme les deux, pour moi, ils m'ont aidé. Et d'avoir été joueur, ça m'a permis aussi de pouvoir donner des ressentis que moi j'avais eu sur le terrain, des sentiments, tu vois, de la frustration, de la peur, tu vois, et ça, je pouvais leur expliquer parce que je l'avais vécu. Ouais. Mais faut réussir à mettre des mots sur ce que tu ressens, tu vois. Ouais. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, tu vois, avec Sylvain, de pouvoir réussir à beaucoup discuter, à partager nos expériences, et voilà quoi. Ouais, c'est bien qu'il ait eu cette initiative aussi, quoi. Assez tôt. Enfin, le fait qu'il y ait le pôle aussi à Rouen, je m'imagine que ça vous aide aussi énormément à avoir capté pas mal de joueurs, à créer cette génération. Bah, bien sûr. Et quand le pôle espoir est transformé en pôle France, forcément, tu sais, ça veut dire que tu as des entraînements quotidiens, même des fois 2 fois la semaine. Ouais. Ça veut dire que tu as une structure aussi. Sylvain permettait à des joueurs de venir en tant qu'externe sur certains créneaux horaires et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y avait des joueurs de l'équipe 1 de Rouen qui pouvaient venir s'entraîner avec le pôle France. Parce que les générations, elles étaient à peu près identiques. Je me souviens qu'on faisait des matchs. Tu vois, on mélangeait les équipes et on faisait des matchs. Entre le pôle France et Rouen, on prenait tout le monde, on faisait des équipes et boum, c'était un match. Ouais. Donc tu arrivais l'après-midi, on prenait notre après-midi et tout, et boum, on faisait un match en pleine semaine. Tu vois, donc forcément, c'est bénéfique. Bah bien sûr, pour tout le monde. C'est pour ça que les centres d'entraînement des clubs et tout, moi je trouve ça super bénéfique. Ouais. Parce que ça permet d'avoir une structure ouverte où les joueurs peuvent venir s'entraîner en fonction de leur disponibilité. Nous à Rouen, que ce soit Keno, ils sont disponibles. Sur les dernières années, moi je me rappelle, je l'appelais, je disais Keno, là j'ai une pause de 2 heures, il me dit on se retrouve au terrain. Ouais. Boum, et tu viens frapper pendant 1 heure. Et tu retournes bosser après. Tu vois, ça n'a pas de prix quoi. Ouais, c'est pas d'ajouter du temps de jeu, de pratique, ça n'a pas de prix comme ça. Bah non. Bon, après toutes les bonnes histoires ont une fin. 2019, t'annonces ta retraite en tant que joueur. Ouais. Bah, ça faisait plusieurs années déjà que j'y pensais, tu vois. Ouais. Donc je veux pas juste faire des matchs à domicile ou pas faire les déplacements ou faire un match sur 2, tu vois. Si je suis là, j'ai envie de jouer. Cirer le banc, je déteste quoi. Comme tous les joueurs, hein, je pense. Donc je venais aux entraînements, donc ça me demandait beaucoup d'efforts pour s'organiser, de jouer tous les dimanches, de partir en Coupe d'Europe, tu vois. Donc tout ça, tant qu'à faire de le faire, autant le faire jusqu'au bout. Ouais. Donc moi, ça faisait plusieurs années où je disais à Keno, tu vois, bah là, ça commence à être dur, quoi. Il me disait, mais non, c'est bon. Puis au bout d'un moment, dans ta tête, quand tu te prépares, enfin moi je fonctionne comme ça, quand j'ai une deadline, bah voilà, une fois que je l'ai annoncé, c'est parce que vraiment, je suis arrivé au bout de ce que j'avais envie de faire, quoi. Ok. Voilà. Du coup, c'est fini. Ah, mais c'est sûr et certain que c'est fini. Au pire, si je rejoue, ça sera au soft, tu vois, mais c'est tout. Détente. Ah ouais, détente. Et du coup, à quoi ça ressemble la suite pour toi? Il y a du baseball dedans? Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que c'est continuer à commenter les matchs des Yankees ou d'autres équipes? Tu vois, je sais pas. Après, cette année, alors malgré tout le contexte compliqué, difficile, tous les morts qu'il y a eu suite à la Covid-19, tu vois, pour moi, de ne pas avoir eu de saison, je pense que ça m'a aidé un peu, tu vois, à digérer aussi la pilule et tout, parce que du coup, ça m'a pas manqué. Personne s'entraînait, pas de match, t'avais pas de match à venir regarder en buvant une bière et en refaisant le monde, quoi, tu vois, comme tout le monde fait derrière le backstop. Ouais. Donc du coup, ça m'a pas forcément manqué. On verra l'année prochaine avec la nouvelle saison et tout, si ça me manque ou pas.
Mais je pense vraiment que non, aujourd'hui, j'ai envie juste d'être spectateur et puis de faire des choses que j'ai mis de côté pendant des années, quoi. Ouais, c'est autre chose. Ouais. Voilà. Est-ce que Rouen va retirer ton numéro? Ça, je peux pas répondre à leur place, tu vois. Et puis, et en gros, peu importe. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'étais comme ça, parce que j'avais envie de le faire et parce que je suis comme ça. Voilà. Jamais j'ai fait les choses en me disant ah bah peut-être qu'un jour, tu vois, en pensant à mes stats, peut-être qu'un jour ils vont retirer mon numéro. Non, j'ai toujours fait au jour le jour, tu vois. C'est comme on joue au baseball, c'est lancer après lancer, manche après manche, retrait après retrait. Ça sert à rien d'imaginer quelque chose, t'es encore qu'au début, quoi, tu vois. Il y a des jeunes qui me demandaient, qui me disaient ouais mais t'as vu, nous on fera peut-être jamais ça. Je dis est-ce que tu penses que quand moi j'ai commencé j'y pensais? Bah non. Je dis alors forcément pour vous c'est plus compliqué parce que t'as vu que c'était possible de le faire, donc tout de suite ça te vient à l'esprit. Tu sais, c'est comme le truc on te dit pense pas à la tour Eiffel, boum, trop tard, tu vois. Voilà, forcément c'est devant toi, t'y penses. Mais je leur dis concentrez-vous, c'est au jour le jour, entraînement après entraînement. Voilà, tu sais où est-ce que tu veux arriver, mais commence pas à penser au résultat. Ouais. Pense à la manière que tu vas mettre en place pour arriver au résultat. Le résultat, si tout ce que tu as mis en place c'est bon, le résultat il va arriver tout seul. Ouais. Voilà. C'est le process plus que les résultats. Mais bien sûr, bien sûr. Tu te concentres sur le résultat, il n'est pas arrivé. Ouais. Concentre-toi sur tout ce qu'il y a avant. Ouais. Luc, merci pour cette interview. Avec plaisir. En tout cas, bon, s'il y avait un Hall of Fame français, tu serais sûrement dedans. Peut-être. J'espère que ça permettra surtout à plus de joueurs français ou juste de passionnés de te connaître, de découvrir un peu plus le club de Rouen en profondeur. Ouais, mais merci à vous. J'avais vu votre première interview et tout, et franchement les gars, je trouve ça bien. Parce qu'il n'y a rien qui existe aujourd'hui à ma connaissance. Alors peut-être qu'il y a des choses, mais je ne connais pas tout. Mais moi, je trouve ça bien et je vous invite à continuer. Et franchement, c'est cool. Parfait. Luc, merci.